présenter, hop là, nous permettre de présenter notre vision de contrat de performance énergétique à paiement différé. Voilà, j'espère que cette présentation vous permettra d'avoir un bon aperçu et puis vous projeter par rapport à vos projets. L'objectif, c'est de vous faire découvrir ce que c'est que déjà ce que sont les contrats de performance énergétique, ensuite ce que peut vous apporter le contrat de performance énergétique à paiement différé, les différentes formes de contrat de performance énergétique à paiement différé pour pouvoir vous permettre de vous situer dans les différents outils en matière de commande publique. Et donc, nous déployons, nous, côté Banque des Territoires, cette nouvelle offre-là en lien avec les nouveaux dispositifs qui sont sortis cette année. Alors, voilà, sans plus attendre, la présentation, là, vous la connaissez, hein, mais c'est juste pour vous dire que globalement, on est sur un patrimoine hyper diffus avec différents usages. Et on comprend que pour pouvoir intervenir sur ce parc et être au rendez-vous des objectifs, notamment 2030, 2040, 2050, il faut être en capacité de déployer des outils de massification sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Alors, l'Intracting en est clairement un, et ça fera partie de la deuxième séquence de cette matinée. Les contrats de performance énergétique en sont un autre dans ce prolongement, avec d'ailleurs un certain nombre de points en commun sur la logique de préfinancement, sur la logique d'avoir une consommation de référence et un objectif de réduction des consommations, cette approche en coût global. Et donc, quelque part, on est vraiment dans un lien. Et on aime bien raconter d'ailleurs que l'Intracting, c'est une manière de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, on peut aller vers des démarches plus ambitieuses de type contrat de performance énergétique une fois qu'on a pris conscience de la capacité de la maîtrise d'ouvrage de la collectivité de pouvoir agir sur son parc et sur ses consommations énergétiques. Donc c'est vraiment cette question d'approche en coût global, alors qui est, je dirais, encore plus présente justement dans les contrats de performance énergétique que dans l'Intracting, puisque dans les contrats de performance énergétique, on est généralement sur des durées qui peuvent être plus longues, hein. On peut faire du 10, 15, 20 ans. On voit Fininfra, dans le guide qu'il a publié dans le cadre des marchés globaux performance énergétique à paiement différé, à évoquer des durées jusqu'à 30 ans. Et bien dans ces cas-là, on est vraiment dans une logique en coût global qui transparaît dans le cadre de l'offre des candidats, puisqu'on va retrouver à la fois les coûts liés à l'investissement initial, les coûts liés à l'exploitation de maintenance, les coûts liés au renouvellement, une projection des coûts liés à l'énergie. Donc, ce type de marché global, justement, permet de parfaitement appréhender les sujets de coût global. Donc, je rappelle, mais vous l'avez tous en tête, je vais passer très rapidement le sujet du décret tertiaire, juste pour vous dire que, bien évidemment, dans le cadre de ce décret tertiaire, l'idée n'est pas de rénover 3 fois son patrimoine, une fois en 2030, une fois en 2040, une fois en 2050, mais de construire une stratégie patrimoniale, cette stratégie étant ensuite déployée sous la forme de différents outils et dispositifs, notamment, pourquoi pas, l'Intracting, notamment, pourquoi pas, les contrats de performance énergétique, et puis sinon les outils de maîtrise d'ouvrage public classiques, notamment les réhabilitations lourdes. Et donc c'est bien la combinaison de l'ensemble de ces outils qui vont vous permettre d'atteindre l'optimal lié à vos coûts et à vos capacités de financement, mais aussi l'optimal lié à la disponibilité de vos bâtiments, puisque bien évidemment, la problématique, c'est que, pour ne parler par exemple que des écoles, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ne serait-ce qu'un tiers des écoles de fermées, et donc il faut avoir une logique de rénovation, notamment, qui permette d'intervenir en phase d'exploitation. Le décret BAX aussi, alors qui est un petit peu moins connu, celui-ci, et avec des échéances un petit peu plus courtes, qui va notamment dépendre de la puissance installée de vos équipements, mais qui va arriver là 2025 ou 2027 et qui dit grosso modo qu'il faut suivre vos consommations, mettre en place un système de régulation et de pilotage. Et donc, bien évidemment, dans le cadre de vos
projet de rénovation, et notamment contrat de performance énergétique ou Intracting à court terme, c'est bien évidemment aussi à prendre en compte. On n'agit bien que sur ce qu'on mesure, donc le suivi des consommations, c'est essentiel. Et puis le pilotage, régulation sont généralement des actions à temps de retour très court, donc on peut intégrer sans regret la plupart du temps dans le cadre des opérations de rénovation. Alors, pour rentrer un petit peu plus là, dans le vif du sujet, vous le connaissez, on le présente régulièrement, on a ce parcours de la rénovation énergétique. Donc ce parcours intègre à la fois les différentes actions qui sont notamment portées dans le cadre d'ACTE, du programme FNCCR, à la fois dans le cadre du programme Suivi Réno que la Banque des Territoires déploie pour un soutien spécifique sur les bâtiments scolaires. Et puis, on a effectivement, sur la partie financement, un certain nombre de propositions qui permettent d'agir sur son patrimoine, notamment en solution de tiers financement, soit sous forme d'intracting, soit sous forme de contrat de performance énergétique. Alors, on rentrera dans le détail, mais vous voyez, on a ces marchés globaux de performance énergétique tels qu'ils ont été mis en place dans le cadre de la nouvelle loi en 2023, et aussi les marchés de partenariat de performance énergétique qui existent encore, même s'ils sont dans une forme un peu plus peut-être un peu plus complexes, on pourra y revenir, qui permettent aussi d'opérer sur la rénovation énergétique de son patrimoine. Et puis sinon, les outils plus classiques comme les prêts ou bien évidemment les certificats d'économie d'énergie à ne pas oublier. Donc l'intitulé un petit peu que j'ai mis sur les contrats de performance énergétique en tiers financement, c'est pour aller encore plus loin dans la performance, sous-entendu par rapport à l'Intracting qui est déjà un bon début, mais dont on voit bien que l'Intracting ne permet, en tout cas sur sa version bâtimentaire, que de faire quelques pourcents d'économie, 10, 15, maximum 20%, et que donc, si on veut être à la hauteur des objectifs de réduction à horizon 2030, 2040, 2050, il faut aussi mixer tout ça avec des opérations plus ambitieuses. Alors le premier point, pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé en ce moment, cette saison, comme on dit. La première dimension intéressante dans le cadre des contrats de performance énergétique, et ça c'est valable quelle que soit sa modalité pratique, que ce soit en marché de partenariat ou en marché global, c'est cette approche en coût global, on l'a dit, et cette capacité de pouvoir combiner les gisements d'économie d'énergie, à la fois sur les travaux, en intégrant son cycle de vie immobilier naturel, donc d'intervenir sur le remplacement des équipements qui sont plutôt en fin de vie, à la fois sur les gisements en exploitation, et là on voit bien qu'en exploitation, sur le pilotage, sur la régulation, ce dont on parlait tout à l'heure avec le degré Bax, il y a aussi des gisements qui peuvent être très importants, alors ça dépend d'où part le bâtiment, et s'il était déjà bien piloté, effectivement, la marge de manœuvre sera moindre, mais on a généralement quand même toujours entre 5 à 15%, voire un petit peu plus parfois, de gisements d'économie d'énergie. Et puis enfin, les usages. Donc là, on est plus, je dirais, sur une science molle, parce que là, c'est aussi lié au comportement des utilisateurs. Donc on est sur quelque chose qui est un peu plus difficilement modélisable, mais qui reste quand même loin d'être négligeable en matière de réduction des consommations, hein, en créant une dynamique sur la sobriété. Donc on voit, ça, ce qui illustre beaucoup ça, c'est les concours notamment type Cube, hein, vous savez, qui travaillent beaucoup sur le comportement des usagers. Et bien quand on combine du coup réduction des consommations d'énergie liées aux travaux, donc à la qualité intrinsèque du bâtiment, réduction d'énergie liée à l'exploitation et au pilotage du bâtiment, et puis réduction d'énergie liée à l'usage, là on a un optimal économique, et puis on a une addition qui fait qu'on arrive là beaucoup plus facilement à des niveaux de réduction beaucoup plus significatifs que si on accède les économies que sur la partie travaux. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir ce contrat global qui va lier l'ensemble de ces dimensions et qui va permettre à l'opérateur, à l'industriel co-contractant de pouvoir vous proposer une performance garantie. Donc on a là une petite représentation assez classique de la dimension économie d'énergie. Donc on a en rouge la situation des coûts d'exploitation, notamment énergétiques,
avant les travaux. Alors, on voit que ça croît de toute façon parce que, bah, vous le voyez bien, hein, on a une augmentation continue des prix de l'énergie et donc le coût de l'inaction fait qu'on aura sans cesse ce coût qui va être croissant. Après, on a la mise en œuvre du contrat de performance énergétique en tant que tel, qui va là entraîner une réduction on voit là un petit curseur, une réduction des consommations énergétiques. Et puis, par contre, associé à cette réduction, eh bien, il va y avoir les remboursements des investissements. Hein, c'est le caractère paiement différé des contrats de performance énergétique. Alors, qui va être parfois, du coup, globalement, en dessous du montant des charges avant travaux, mais qui peut être aussi au-dessus. Il ne faut pas forcément penser que les économies d'énergie doivent obligatoirement effacer l'ensemble des coûts et des loyers liés au contrat de performance énergétique. Ensuite, c'est un choix de maîtrise d'ouvrage en fonction de l'ambition qu'on a et du périmètre technique qu'on souhaite embarquer. Et puis à la fin, là pour le coup du contrat, l'ensemble des économies d'énergie qui sont totalement du coup préservées pour l'occupant. Donc voilà un petit peu le modèle global. Et là, vous comprenez aussi un des autres intérêts de ce contrat de performance énergétique à paiement différé, de pouvoir mobiliser et capitaliser les économies d'énergie, du coup un peu comme l'intracting, pour le remboursement des investissements liés aux travaux qui ont été mis en place dans le cadre du contrat de performance énergétique. Pour vous donner un petit ordre de grandeur en termes de sémantique, hein, on a généralement 3 catégories en matière de contrats de performance énergétique. Les contrats de performance énergétique dits de service, là qui ne vont quasiment pas ou vraiment très peu avoir d'investissement. Et là, du coup, par contre, on va être sur des niveaux de réduction des consommations énergétiques qui vont être assez faibles. On va être justement sur ce gisement lié à l'exploitation maintenance et sur le gisement aussi un petit peu lié au comportement des utilisateurs. On a ensuite une catégorie sur laquelle on va être sur des contrats de performance énergétique dits techniques. Donc là, on va intervenir beaucoup sur les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, hein, dits CVC. Là, donc, on va atteindre des niveaux de gisement d'économie d'énergie beaucoup plus significatifs. On peut aller jusqu'à moins 30, moins 40% même parfois. Du coup, le temps de retour sur investissement va être un petit peu plus long. Et puis là, si on veut aller, comme on dit, dans le dur, avec des contrats de performance énergétique qui vont aussi toucher l'enveloppe, la réduction des déperditions, donc des besoins, là, on est généralement sur les temps de retour supérieurs à 15 ans. Et donc, on va avoir souvent des contrats de performance énergétique à paiement différé dont la durée, qui est souvent liée à l'amortissement, va être au-delà aussi de ces 15 années. Et on peut ensuite aller jusqu'à moins 40, moins 50, moins 60% d'économie d'énergie, avec des niveaux d'investissement qui vont être de 150, 200, 250 euros par mètre carré. Donc là, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir en fonction de l'actualisation du prix des énergies, hein, ça va assez vite, hein, 3, 4, 5% par an multiplié par une quinzaine ou une vingtaine d'années, on est sur des niveaux d'économie d'énergie qui sont loin d'être négligeables quand même, et donc qui vont porter une part significative de l'investissement. On est aussi, dès qu'on est au-delà des 20%, sur une bonification des certificats d'économie d'énergie qui vont être liés aux travaux, donc avec un petit facteur multiplicateur qui va vous donner un petit bonus et qui va aussi aider un petit peu la prise en charge des investissements liés au contrat de performance énergétique. Donc on a ensuite tout un phénomène de bonification qui se met en place et qui est intéressant à observer dans le choix de son dimensionnement de contrat de performance énergétique. Petit zoom là sur le principe de consommation de référence et de bonus-malus. Hein. Comme vous le savez, à partir du moment où on définit un engagement en termes de réduction des consommations énergétiques, eh bien, il faut définir une situation initiale, notamment en matière de réduction des consommations d'énergie. Cette situation initiale est généralement construite sur la base d'une observation au moins des 3 précédentes années des bâtiments considérés dans le périmètre du contrat de performance énergétique, sur lequel on vient neutraliser notamment les effets de la rigueur climatique, dans ce qu'on appelle les DJU, de manière à pouvoir avoir une consommation de référence stabilisée. Une fois qu'on a cette consommation de référence stabilisée,
le contrat de performance énergétique va engager l'industriel, donc le co-contractant privé, à une réduction des consommations énergétiques. Généralement, on admet qu'il y a une plage de neutralisation, c'est-à-dire quelques pourcents généralement, qui peut être entre 2 et 5%, plus ou moins au-dessus de la consommation, et qui fait que, bon an, mal an, on considère que la performance est atteinte, pour ne pas avoir des discussions de marchands de tapis sur les quelques pourcents. Au-delà, lorsqu'on est sur un niveau de réduction supérieur, eh bien, il y a un partage de la surperformance, hein, qui peut être de 50-50, qui peut être d'un tiers, deux tiers, qui est à négocier dans le cadre du marché. Et puis, à l'inverse, lorsqu'on a une surconsommation, eh bien, il y a un malus qui s'applique et qui peut être tout ou partie pris en charge par le co-contractant, généralement lié au surcoût lié à la facture énergétique. Donc on prend généralement un prix conventionnel 10 kWh qu'on applique dans le cadre du malus. Il te reste 5 minutes max, Sébastien. Très bien. Petit aperçu là sur les différentes possibilités de contrat de performance énergétique en commande publique. Donc on a là les différentes modalités de passation de marché public. Donc on a déjà la MOB classique sur lequel on ne peut pas vraiment faire de contrat global, hein, puisqu'on a une dissociation entre la conception et les travaux. Et puis ensuite, on a la possibilité de faire ces marchés globaux de performance qui vont associer la conception, la réalisation, l'exploitation de maintenance. La possibilité de le faire sous forme de paiement différé, c'est ce qu'on voit sur l'avant-dernière ligne. Et puis, encore plus globalement, le marché de partenariat, là, c'est une particularité qui externalise la maîtrise d'ouvrage. Alors, sur ce marché global de performance énergétique à paiement différé, pour le caractériser, on peut dire que on est sur un marché global qui est lancé à titre expérimental, donc sur lequel il va y avoir un retour d'expérience pour pouvoir évaluer s'il rentre en dur dans les textes. Deux, ce marché global de performance énergétique à paiement différé ne soustrait pas la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la collectivité, donc elle reste maître d'ouvrage, contrairement au marché de partenariat. Et ensuite, troisième point qu'on doit être négligeable, cette logique des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé permet à l'acheteur de pouvoir lancer une forme mutualisée, donc ce qui offre une opportunité notamment pour les communes petites ou de taille moyenne qui souhaitent se regrouper autour de leur syndicat d'énergie ou leur intercommunalité pour pouvoir lancer un contrat global. Alors, voilà, je rentre pas trop dans le détail, mais vous l'aurez dans le cadre du support, notamment si on est contraint en termes de temps. Mais on a la phase d'audit et d'études préalables qui est importante parce que vraiment, c'est elle qui définit votre projet. Donc, sur la base d'un audit énergétique et d'une définition du programme en matière de périmètre géographique, quels sont les bâtiments que vous souhaitez mettre dans le périmètre de ce contrat de performance énergétique, quels sont le budget en matière d'investissement qui est à considérer en fonction de vos ambitions énergétiques. Et donc, ça, c'est l'audit énergétique qui vous donnera cette réponse, que vous allez pouvoir élaborer, du coup, votre programme et soumettre l'étude de soutenabilité budgétaire, donc qui est une obligation puisqu'on est dans un cadre dérogatoire lié au paiement différé. Je vous ai mis le lien là sur le petit guide qui est sorti par Fininfra qui permet de préparer l'étude de soutenabilité budgétaire et l'évaluation préalable. Et puis ensuite, on a voilà, cette réalisation du dossier de consultation qui doit être de qualité vraiment parce que tout le travail en amont, c'est autant de choses que les candidats n'auront pas à refaire de leur côté. Donc, si vous voulez avoir un programme qui soit performant et un dialogue compétitif fructueux, c'est important de bien préparer toutes ces pièces. Et puis, ensuite, on a la phase vraiment de réalisation en tant que telle et d'exploitation qui va un peu plus vite que de la MOB classique, puisque la phase d'étude a été pour tout ou partie déjà largement portée dans le cadre du dialogue compétitif. Alors, on est un petit peu contraint par le temps, malheureusement. Je vous ai extrait les éléments de l'évaluation préalable parce que c'est un petit peu nouveau, ça soulève
beaucoup de questions. Ce qu'il faut comprendre dans cette évaluation préalable, c'est qu'on est dans une logique de comparaison entre un marché sans paiement différé et un marché avec paiement différé, et donc de bien faire ressortir les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage souhaite bénéficier d'un marché à paiement différé, notamment en termes d'ambition énergétique, en termes de réduction carbone, qui sont les facteurs principaux qui permettent de justifier de ce marché à paiement différé. Les montages, juste en 30 secondes, on a ce qu'on appelle le montage classique, mais qui est quand même un montage qui est réservé aux opérations d'envergure, puisque dans ces montages en contrat de performance énergétique à paiement différé, on va créer une société de projet qui nécessite quand même des coûts de structuration. La Banque des Territoires peut bien évidemment intervenir dans le cadre du montage de cette société de projet, à la fois en fonds propres et en prêt. Et donc ensuite, c'est cette société de projet qui va assumer l'ensemble du risque lié à la conception, la réalisation et l'exploitation d'influence. Donc ça, c'est un facteur qui est très intéressant, notamment pour pouvoir mettre en place des solutions alternatives aux énergies carbone existantes. Ça, c'est un point fondamental aussi. Il y a beaucoup de projets qui, bien évidemment, veulent se décarboner, et donc, quelle alternative aux chaudières gaz, quelle alternative aux chaudières fuel? Eh bien, les solutions de géothermie, les solutions biomasse, qui sont quand même un petit peu complexes techniquement, peuvent tout à fait être intégrées dans le cadre de ces marchés globaux de performance énergétique, tout en assurant une garantie du côté du maître d'ouvrage, de manière à éviter qu'il ne soit embêté avec des problématiques techniques d'exploitation des forages, ou toutes ces choses-là. Donc lui, il a vraiment la garantie d'avoir de la chaleur qui va arriver et qui va alimenter ces bâtiments. Les autres montages, mais du coup j'y reviendrai peut-être plus tard en fonction des questions, et on va laisser le temps pour les questions, sont liés avec des notions mutualisées qui peuvent être soit portées par les syndicats d'énergie, dans le cadre notamment d'une CEMOP, soit portées dans le cadre d'une SPL. Voilà, et j'en arrête là, parce qu'effectivement, j'imagine, en tout cas j'espère qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je suis en train de reprendre. Merci beaucoup, Sébastien. Je suis en train de reprendre les questions. Évidemment, je les ai perdues. Discussion. Pourquoi elles n'apparaissent plus? Peut-être, Dorine, tu vois les questions. Est-ce que tu peux en poser quelques-unes? Oui, je les ai. Alors, la première. La majorité des collectivités que j'accompagne sont des collectivités rurales avec du petit patrimoine et des montants d'opérations inférieurs à 1 million d'euros. Je ne sais pas si le CPE peut s'appliquer. Oui, bah, c'est une très bonne question. En théorie, le CPE peut s'appliquer. Il n'y a pas de minimum sur les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, contrairement au marché de partenariat où Fininfra exigeait d'avoir un minimum de 3 millions d'euros sur l'ensemble des flux. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue, comme je le disais, structuration, sur ces opérations unitaires, c'est important, à mon sens, plutôt de les rassembler, donc autour d'une intercommunalité ou d'un syndicat d'énergie. Un, pour avoir un montant de travaux qui soit un petit peu attractif pour les entreprises, même si ce sont des entreprises à caractère régional. Et puis deux, parce que intrinsèquement, il y a quand même une complexité liée au suivi des consommations énergétiques, liée au suivi du plan financier. Donc tout ça, ça nécessite quand même d'avoir une certaine expertise qu'à mon sens peut être apportée d'un point de vue mutualisé au niveau d'un syndicat d'énergie ou d'une intercommunalité, justement. Oui, merci. Oui, là, le niveau, effectivement, même pour un CPE, hein, le risque et les travaux à faire pour l'opérateur font que en dessous d'1 million d'euros, c'est quand même assez rare qu'on voit apparaître un CPE. Par contre, comme le précise Patrick Legal dans la conversation, il y a des possibilités de groupement de CPE, et on a notamment en Auvergne-Rhône-Alpes un très bel exemple avec le Cigerly qui a fait un groupement de CPE pour atteindre ce niveau d'investissement plus élevé, regroupant des projets. Il y a une remarque de Jean Dorvoine aussi sur les artisans locaux. Les artisans locaux sont généralement exclus de ce type d'opération à cause des questions de budget, de montant.
Oui, bah, du coup, la question, c'est comment essayer de les associer, hein, j'imagine. Ouais, par Moi, je exemple. pense que c'est effectivement c'est fondamental parce que la demande, lorsqu'elle va croître, on voit bien qu'on aura besoin de l'ensemble des bras, hein, pour pouvoir mettre en place ces actions de performance énergétique. Donc, je dirais que il faut essayer au maximum en matière de sous-traitance de les intégrer. Je dis en matière de sous-traitance parce que c'est vrai que si c'est des artisans, ça me semble assez compliqué qu'ils soient directement signataires d'un contrat de performance énergétique. Par contre, ces chantiers où ils sont associés, où ils apprennent à travailler ensemble, notamment en matière de gestion des interfaces, qui me semble être un vrai sujet entre les différents lots, et ben d'autant plus ils pratiqueront ce type de marché, et d'autant plus ils seront performants ensemble et collectivement, et donc compétitifs pour pouvoir répondre. Donc moi, ce que je dis, c'est que les entreprises régionales qui s'associent avec des artisans, ça peut tout à fait avoir du sens. Mais pareil, il faut pratiquer pour être ensuite performant, notamment pour tenir le planning, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une forte pression en matière de maîtrise des coûts et des délais. Oui, merci beaucoup. J'invite aussi merci Amandine Bibé-Chevalier du CEREMA qui nous a mis aussi d'autres ressources sur le CPE. On a aussi un webinaire dédié sur le centre de ressources de la rénovation des bâtiments tertiaires qui a été fait le 26 septembre sur le même sujet des MGPE avec paiement différé. Et puis également, je propose à Antonin Bell de la FNCCR de nous partager le closier FNCCR sur le chat, ce qui permettra de compléter. Je propose d'arrêter là pour cette présentation. C'est que le début. J'invite quand même tous ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont l'idée d'un projet à contacter soit la Banque des Territoires, soit Aura 2E ou même CEREMA pour présenter le projet parce que bien évidemment, on sera très attentifs tous ensemble à accompagner, à découvrir un peu ce nouveau montage avec les premiers cas et donc à trouver avec vous des solutions et à faire le chemin, j'allais dire, pour les premiers. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact, soit avec Sébastien Illouz, mais aussi Isabelle Safray qui est en ligne là, de la Banque des Territoires, avec Cerema ou avec nous, Aura 2E. Et puis voilà. Merci Bon, tout beaucoup. à fait. C'est fondamental de se lancer dans ces premières expérimentations pour pouvoir créer cet effet d'entraînement et pour pouvoir ensuite vraiment avoir cet effet de massification. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Et puis, sans plus attendre, on va passer à la deuxième partie de la matinée qui est consacrée, elle, à l'intracting. Vous l'avez compris, c'est un peu lié, hein, c'est pas tout à fait complètement différent. Là, on va avoir trois interventions. Une première intervention de Patrick Le Gall sur la démarche in-tracking d'une façon un peu générale, donc de la Banque des Territoires. Et puis ensuite, Sandrine de Ternay de la ville d'Albertville nous présentera son expérience d'in-tracking, qui est une des seules en France avec autant de recul. Et puis pour finir, Aura 2E, nous vous présentera un peu ce qu'on a dans la tête avec d'autres pour l'année 2024. Voilà, à toi la parole. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre attention. Effectivement, Sébastien parlait de la nouvelle offre possible, enfin des nouvelles conditions réglementaires qui permettent sans doute d'accélérer les actions de rénovation. L'intracting, en fait, c'est un dispositif que nous avions découvert en Allemagne lors d'une visite organisée avec des universités, des acteurs publics à Heidelberg. Et donc, la ville de Stuttgart et le Land du Bade-Württemberg étaient pionniers, mais entre autres collectivités en Europe, dans cette démarche qui était de créer un budget dédié à l'efficacité énergétique et de s'engager à récupérer les économies pour refinancer de nouvelles actions. Et donc, en fait, à l'époque, nous nous sommes inspirés de ce dispositif pour intervenir en tiers financement auprès des acteurs, puisque l'idée fondamentale de ce dispositif, c'est de réaliser des actions de performance dont l'amortissement va permettre ou les non-dépenses, plutôt les économies réalisées vont permettre de, entre guillemets, rembourser via l'amortissement de ces actions euh, l'investissement initial. Voilà. Donc,
En fait, nous, ce que nous avons proposé, c'était d'apporter d'une part du financement. À l'époque, avec les universités, nous n'intervenions qu'à 50% maximum du montant du financement. Désormais, nous intervenons jusqu'à 100% du montant de financement. Voilà. Donc, c'est ce que voilà, je vous présentais, un exemple. Alors, en matière d'intracting, je vous montrerai après, les actions éligibles sont plutôt des actions de court terme, puisque en fait, notre financement dure 10 à 13 ans. Mais on peut choisir soit de se concentrer sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, hein. Souvent, ça a été le cas en matière d'intracting, de sélectionner un bouquet de travaux avec des actions répétitives, ciblées, qui peuvent être dupliquées, par exemple le relamping dans des écoles, bon, c'est un exemple un peu «banal» entre guillemets, mais assez classique. Et donc, effectivement, engager des travaux, on mobilise un investissement, nous on apporte les fonds, en avance et finalement, les économies vont permettre de rembourser la part de la caisse et aussi, de se rembourser et de réutiliser ces fonds, par la suite. Donc les bouquets de travaux, on parle d'actions qui sont sur 10-13 ans maximum en fonction de notre financement. Alors quand je dis 10-13 ans, c'est le bouquet de travaux dont le temps de retour est sur cette période. Donc on peut englober des actions qui sont très performantes et qui ont des temps de retour très rapides parce qu'elles sont peu onéreuses, mais en même temps, parfois rajouter des actions qui, elles, ont des temps de retour beaucoup plus longs. Alors, comme on parle de temps de retour et d'efficacité énergétique, on voit qu'en fait, finalement, c'est plutôt les systèmes qui, peuvent être, pris en charge dans ce type de travaux. Les travaux sur l'enveloppe, em embarquant des lots techniques qui ne génèrent pas de performance énergétique, la vêture, par exemple, si on fait une isolation par l'extérieur, bah, les temps de retour deviennent beaucoup plus longs, et puis les travaux sont plus onéreux, changer les menuiseries sur tout un bâtiment. Bon, des fois, on a des temps de retour, qui peuvent être à 15 ans, mais en général, c'est quand même, des plus grandes durées. Donc le chauffage, l'électricité, mais aussi, l'eau, d'autres fluides. Dans ce dispositif Intracting, dans notre offre actuelle, mais qui va évoluer à partir du 1er janvier, ça je vous invite à prendre contact dans la présentation, vous avez les contacts, régionaux et évidemment Isabelle Saffray qui est notre, collègue, en région Rhône-Alpes, et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc soit on a, des programmes qui sont, on va dire, avec une personne publique, hein, les collectivités, mais aussi, les hôpitaux, des établissements d'enseignement supérieur, enfin donc différentes personnes publiques ont accès, à cette offre. Donc soit c'est monocommunal et à ce moment-là, ben, on a des seuils, maximum, d'intervention. Sur l'éclairage public, bon, il y avait une offre un peu spécifique, qui va aussi être poursuivie et on a essentiellement travaillé avec, des syndicats de distribution d'énergie, mais aussi des communautés d'agglo, des communautés de communes. On a mis en place un dispositif que nous avons appelé Intracting mutualisé et c'était l'idée, en fait, nous, on peut difficilement, heu, faire des financements pour des toutes petites enveloppes. Donc, parce que il y aurait beaucoup trop de clients, et en fait, ça serait une complexité de gestion, pour nous. Donc en fait, avec un travail avec la FNCCR et d'autres acteurs, on a proposé et on a fait évoluer le code général des collectivités territoriales en accord avec, le gouvernement de l'époque, pour introduire la possibilité d'une mutualisation qui se retrouve, justement aussi pour les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé. Et là, à ce moment-là, bah, en dessous de 500 €, il vaut mieux, hem, avoir un acteur qui en plus va disposer d'une compétence, technique, avec des moyens humains et qui peut intervenir pour des petites communes où ce serait, plus compliqué pour elles, d'intervenir. Donc là, bon, c'est un exemple. En fait, finalement, l'intracting, ça n'est rien d'autre qu'un échéancier qui est mis en regard, d'économies qui vont être réalisées. Et finalement, l'intracting, ça n'est rien d'autre, ce que je disais au début,
Là, en l'occurrence, c'est d'organiser la soutenabilité du remboursement de l'avance remboursable de la caisse grâce aux économies et éventuellement, effectivement, de reconstituer une capacité d'investissement, d'autofinancement pour d'autres actions. Donc un exemple, hein, il y a déjà maintenant 2 ans, nous avions signé une convention avec Énergie-Vienne qui avait segmenté son offre puisque le syndicat d'énergie disposait d'enveloppes de subventions. Donc pour les toutes petites actions, il mobilisait, en fait, il finançait à 100 en subvention dans le cadre des règles qu'il avait mis en place, ces toutes petites actions. Dans des échelles moyennes de projets, eh bien, nous intervenions en financement, justement, avec le syndicat auprès des collectivités. Et puis ensuite, il y avait une offre plus importante avec un autre système de financement. Il faudrait éclore rapidement, s'il te plaît. Voilà, bah, voilà, donc en fait, nous sommes intervenus, alors ça, cette diapositive date déjà maintenant de plusieurs mois. Donc l'enveloppe là, à l'époque, était de 573. Maintenant, on est en train de dépasser les 600 millions. Alors, il faut dire que l'intervention sur l'éclairage public a évidemment été un point important parce que ce sont des économies faciles à atteindre avec des actions répétitives, mais on a beaucoup travaillé avec des collectivités qui ont fait de l'intracting bâtimentaire et à plusieurs échelles. Et je citais Énergie-Vienne, mais nous avons aussi signé avec d'autres syndicats, comme par exemple le SDEG en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc les contacts pour ceux qui ne seraient pas en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick. C'est vrai qu'on a, si tu peux remettre juste la carte des lauréats, on a quand même pas mal de lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes et donc Oui, bah, il y a Isabelle une, il y a une qui s'en culture occupe et on a régionale. beaucoup de recul. Donc j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés aussi à prendre contact avec soit les syndicats, soit les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont ces contrats d'intracting de telle manière à voir un peu comment ça se passe. Et puis bien sûr, Isabelle Saffray est à votre disposition. Donc, merci beaucoup, Patrick, et Ben, je vous merci en à prie, la juste un dernier mot de contribution. conclusion. J'insiste beaucoup, Sébastien l'a dit au début, c'est bien entendu, c'était une offre qui a vraiment été faite pour des acteurs qui hésitaient à passer à l'action et qui se posaient des questions. Bien entendu, après, quand on veut passer à une échelle supérieure, ben, effectivement, il faut le faire dans d'autres cadres de financement et avec notamment la garantie de performance dans les CPE. Voilà, merci. Merci. Donc, je te laisse quitter l'écran. Et puis, Sandrine Deternay, donc de la ville d'Albertville, va prendre la suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'elle a un peu de recul sur le dispositif d'intracting et surtout de fonds intracting, de capitalisation de ces économies d'énergie. Et puis, il se trouve qu'elle a aussi, pour une école, un contrat d'intracting, de financement intracting avec la Banque des Territoires. Et donc, on va avoir d'un seul coup les deux retours d'expérience. Merci Sandrine, je te laisse partager ton écran si tu le souhaites. Alors, on va essayer. Partager l'écran, normalement ça marche. Ouais, c'est pas gagné, mais tu as Ouais, récupéré ma présentation, je suis peut-être, en je vais train te laisser d'ouvrir et faire, je vais pouvoir le partager si tu n'y arrives pas. parce que pour l'instant, ça ne s'est pas activé. Alors, je le prends chez moi et je te le partage et tu me dis quand il faut changer de. Ça marche. C'est bon, ça passe là? On dirait. En tout cas, pour moi, c'est bon. Bonjour à tous. On peut directement aller à la diapo 2. Attends, il faut que j'aille là-dessus, basculer. C'est bon pour tout le monde là? Oui, c'est bon. Voilà. Sandrine, je te laisse la parole et puis tu me dis quand il faut changer de diapo. Ça marche. Merci. Je vous ai mis sur cette diapositive des informations qui présentent la ville d'Albertville et son contexte avant la mise en place de l'intracting. Parce que l'intracting, c'est pas, voilà, c'est pas arrivé tout seul. On s'est posé plein de questions pendant plein d'années. On a, comme vous le voyez sur les premiers petits points, 20 000 habitants, donc c'est pas une grosse ville.
Mais par contre, on a un gros patrimoine bâtimentaire. Et ce qui fait la spécificité de la ville notamment, c'est qu'elle est en patrimoine alpin. Donc, on a de grosses consommations d'énergie. On a un patrimoine important aussi à 2 titres, parce qu'on a une ville historique, une des plus anciennes villes de Savoie, et on a organisé les JO en 1992. Donc, ça commence à dater, mais il n'empêche qu'on a un patrimoine qui vient de cette période-là et qui est encore lourd à porter. On est une vraie ville-centre pour le bassin de vie de la ville. Donc, on a aussi des charges de centralité importantes. Donc, tout ça fait que depuis longtemps, on a des charges importantes, y compris en énergie, qu'on a une dette également importante et peu de ressources. Donc, la ville s'est depuis quasiment toujours posé la question de savoir comment elle pouvait payer ses factures d'énergie. Et elle a mis en place un service chargé de suivre ces données de consommation pour essayer d'économiser un maximum. Et donc ça, c'est aujourd'hui un des atouts forts de la ville, c'est qu'on a on a le détail euh, et un, et un panorama historique de nos consommations. Et comme il était important d'avoir une action en matière de réduction de la consommation, les élus qui se sont succédés ont tous eu la volonté d'avoir une action lourde en matière de transition énergétique. Donc, ils ont lancé dans les années 2017-18 une grosse réflexion, d'ailleurs en appui avec la Banque des Territoires et l'ADEME, pour savoir comment on devait prioriser les actions et sur quoi intervenir en particulier et de façon immédiate. Donc, on a mis en place ce qui s'appelle un plan école, qui se chiffre à plusieurs dizaines de millions d'euros, mais avec des données également disponibles. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc en 2019, à la suite des audits qu'on a pu conduire et de la mise en place de notre plan stratégique bâtimentaire, notamment pour les écoles, on a dû se rendre à l'évidence qu'il était long et complexe de mettre en place des opérations lourdes, comme depuis toujours. Et comme on a découvert à cette époque-là la piste de lean tracking que la banque a évoquée tout à l'heure, et notamment de l'exemple de Stuttgart avec un lean tracking en fonds propres, on s'est dit que c'était une piste à explorer pour voir si on pouvait accélérer le passage à l'acte sans attendre de pouvoir mettre en place toutes nos opérations lourdes, sans attendre de pouvoir bénéficier de subventions importantes et sans attendre de faire une procédure assez longue également d'appel d'offres bancaire. Donc les élus sont partis sur cette volonté d'expérimenter au courant de l'année 2019 et on a introduit une enveloppe de 113 610 euros. Je vais vous expliquer pourquoi ce chiffre. Dans le budget 2019. Avec, vous avez le petit dessin à côté qui traduit tout bêtement qu'on est sur le même principe d'action que ce que M. Legal a décrit pour l'in-tracting sécurisé de la Banque des Territoires. On a un fonds qui finance des actions à partir du moment où elles permettent de générer des économies d'énergie. Et ce que l'on arrive à dégager comme économie d'énergie est exclusivement réaffecté l'année d'après dans de nouvelles mesures d'économie d'énergie. Ça permet donc de générer un cercle vertueux de frugalité, puisque ce fonds, il est financé exclusivement en interne, alimenté par l'épargne. Et en fait, il y a une dynamique psychologique très importante. On s'oblige à n'utiliser les économies d'énergie que pour faire de la transition énergétique. Donc c'est ça qui a plu, qui a séduit nos élus. On peut effectivement passer à la diapo d'après. Donc, si on regarde les leçons qu'on peut tirer de tout ça, pour nous, en termes de lancement de l'opération in-tracting, il y a la conjonction d'une volonté d'action politique et d'atouts techniques, avec une connaissance historique de nos consommations, et donc on sait, et d'audit technique, on sait où on peut intervenir. On a vu assez rapidement qu'on n'avait pas de solution alternative pour générer aussi vite des économies d'énergie. On a des solutions lourdes, mais elles mettent du temps. Donc, si on veut agir vite, il faut trouver de quoi faire rapide et souple. Donc, la lean tracting nous a séduit parce que c'est un outil volontariste, souple et autonome, dont on fait ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de réglementation applicable.
Et pour nous, la première enveloppe qui a été mise en place de 113 610 €, en fait, c'est un résulte du calcul que l'on a réalisé et qui démontrait que c'était des économies générées en 2018 qui avaient atteint cette somme-là. Donc, on a pu faire le lien entre la démarche historique de sobriété et ce qu'on voulait lancer avec Lean Tracting, ce qui était important pédagogiquement pour mobiliser tout le monde. Et on s'est rendu compte aussi à l'usage que c'était une somme suffisante pour agir en phase expérimentale, parce qu'il faut laisser aussi le temps aux gestionnaires sur le terrain de proposer des actions, et que ça ne faisait pas peur à nos élus parce qu'on n'explosait pas les capacités budgétaires et on n'obérait pas trop non plus les autres investissements qui étaient déjà programmés au PPI. Mais bien évidemment, d'autres solutions de calcul et de mise en place sont possibles. On peut passer à la diapo d'après. Alors là, j'ai vu que j'avais oublié des mots, il y en a qui sont laissés, c'est pas bien grave. Donc le but étant d'accélérer, on a fait le choix de donner la primauté aux actions prêtes à l'emploi, en sachant que la règle qu'on avait fixée, c'était qu'il fallait démontrer pour les actions qu'on allait financer qu'elles étaient capables de générer des économies, bien évidemment, sinon on tue le système. Que l'on était capable de générer des économies les plus larges et les plus rapides possibles, même chose, et que ça permettait de libérer des ressources pour de futurs investissements. Donc, plus le TRI est rapide, et mieux cela vaut. Alors, la règle, il y a d'autres règles aussi qui s'appliquaient. C'est être souple pour favoriser l'action. Et favoriser l'action en accélérant, ça veut dire que l'action, elle ne doit pas déjà être dans notre PPI. Et que ça peut être autant une dépense d'investissement que de fonctionnement, le but étant que ça génère une épargne supplémentaire en section de fonctionnement. Et on a impliqué, en fait, dans le process de priorisation et d'identification des actions à financer, l'expertise de chacun. Donc, côté direction des services techniques, on leur a demandé de proposer des actions et de calculer les économies générées. Au niveau de la direction des finances, on a validé l'éligibilité, avec notamment le retour sur investissement. Et l'élu en charge de l'énergie a été sollicité pour valider, au final, les actions qui étaient proposées pour que ça rentre bien dans sa démarche politique. On peut tourner. Voilà, vous avez ici un exemple des actions qu'on a pu financer, que je vous ai regroupées par thématique énergétique. Donc, on est intervenu en relamping des locaux. On a fait aussi un bout d'isolation extérieure, maintenant pour 6 bâtiments. On a financé des pompes à chaleur, en éclairage public, bien évidemment. C'est là où c'est le plus facile, parce que le plan d'action est toujours prêt. Mais on a aussi testé de la technologie LED solaire. On a mis en place des horloges astronomiques. Côté carburant, on a remplacé des véhicules polluants par des véhicules moins consommateurs d'énergie. On a supprimé des achats d'automobiles pour mettre en place des VAE. Les services techniques ont aussi travaillé sur le remplacement de leurs outils de travail au quotidien, leurs outils techniques, pour en prendre des plus et moins énergivores. Et on commence à intervenir sur l'eau. C'est pas le domaine où c'est le plus facile. On a intervenu sur les bassins, on a acheté des cuves de stockage d'eau. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer que, en fait, on s'est pas donné de limite dans les propositions. C'est au service technique, en fait, de voir sur le terrain qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer, qu'est-ce qui leur paraît le plus adapté, d'en discuter avec leurs élus. Et puis, plus on a un panel large de données, enfin d'énergie possible, et pour nous, mieux ça vaut, parce que ça veut dire qu'on implique le plus de gens possible. On peut tourner. Alors, hop. Ça arrive doucement, mais ça arrive. Alors, ce qu'on peut retirer des actions que l'on a financées au démarrage de la mise en place de Lean Tracting, c'est qu'on a fait preuve d'analyse pragmatique. Parce qu'on s'est dit, priorité à l'action, ce qu'on veut, c'est vraiment accélérer la transition énergétique. Donc, même des actions qui nous ont été proposées, qui avaient un temps de retour sur investissement long, ont été retenues parce qu'elles plaisaient aux services techniques. Donc, on pouvait les embarquer. Elles étaient prêtes.
Et on les a en fait financés partiellement. Donc ça a résolu les problématiques de tout le monde. Les services techniques étaient contents parce qu'ils pouvaient agir et nous, on était contents parce qu'on respectait la règle du remboursement. Et puis, comme je vous l'ai dit, tous les domaines de l'énergie ont progressivement été couverts. Alors, on avait indiqué aux services qu'on pouvait aussi proposer du financement pour des actions en formation, en sensibilisation des usagers, donc des actions qui auraient été imputées en fonctionnement dans le budget. Pour l'instant, il n'y en a pas, par manque de maturité et de sensibilité sur ces données-là, mais on y travaille. Et puis, on a eu de bonnes et inattendues surprises, parce qu'on a des actions innovantes et expérimentales qui ont été soumises au fonds, et des services qui ont été jusqu'à alors, sacrifier, entre guillemets, leur confort, en abandonnant des demandes d'achat de voitures pour s'acheter des vélos, ce qui, chez nous, n'est pas complètement négligeable en termes de confort. Et donc, à partir de là, on a su que la solution était validée et que ça permettait de doper un peu notre transition, y compris en termes d'innovation. On peut continuer à tourner. Pour ce qui est du calcul des remboursements du fonds Intracting, on a fait là aussi le choix de la simplicité de la formule de calcul, en se disant que pour nous, le bénéfice de l'action prime toujours sur la véracité du calcul, d'autant qu'il est souvent assez compliqué d'être parfaitement certain que le calcul, même aussi compliqué soit-il au départ, est le bon. Parce que c'est ce qui se passe avec les marchés globaux de performance énergétique, hein. Les usagers ont de l'impact, on peut faire évoluer notre façon de travailler. Bref, il y a plein de choses qui jouent. Donc, les services techniques nous font un retour de calcul. En général, il est retenu. Nous corrigeons de toute façon au niveau des services des finances avec le résultat des consommations d'énergie en général pour sécuriser notre budget. Parce que si jamais on s'est vraiment trompé, on le corrige avec les consommations globales. Et bien évidemment, là, toutes les options possibles sont ouvertes et ça peut s'adapter aux collectivités et à leur possibilité de RH également. Pour nous, on a souhaité mettre vraiment l'accent sur l'expertise des services, parce que ça avait un impact en termes de gouvernance aussi. Et l'idée, c'était de toute façon qu'on ne pouvait pas, et on ne voulait pas consommer en RH ou en prestations externes, ce que l'on allait pouvoir gagner en énergie. Et puis, ça permettait surtout de souligner que nos services ont de l'expertise et que ça serait intéressant d'y faire appel le plus largement possible. On peut continuer à dérouler. Oui, ça c'est pour vous souligner que jusqu'en 2023, on n'a pas eu de problématique de hausse immodérée des énergies, parce qu'on avait fait des économies avant et qu'on avait des marchés qui étaient favorables. Donc, on a pour l'instant retenu la formule de calcul avec une indexation des remboursements sur l'inflation énergétique. Et ça nous permet pour l'instant de montrer qu'il y a un vrai bénéfice de l'action ou de calculer le coût qu'aurait eu notre inaction. Mais en sachant qu'avec l'inflation qui arrive, qui persiste et qui s'amplifie, on va peut-être être obligé de se poser la question du maintien de la règle d'actualisation de nos remboursements. Avec un choix politique à faire, on veut être volontariste, jusqu'à quel point, jusqu'à quel point on réserve les économies générées, inflatées, jusqu'à quel point on valorise ce coût de l'inaction pour réaffecter des fonds dans de nouvelles actions d'économie d'énergie. On peut continuer à dérouler. Là, je vais passer vite. La leçon 4 pour nous, c'est qu'il est important de formaliser les accords de financement d'actions entre les services par le biais de conventions. Donc, on s'est largement inspiré de la ville de Stuttgart en la matière. On l'a fait pour les premières conventions qu'on a signées et on a mis un peu de formalisme avec tout ça au cours d'une réunion de travail, de lancement du dispositif, en présence de l'élu qui était en charge de l'énergie, pour montrer qu'il y avait une volonté politique d'aller là-dedans, que c'était sérieux. Et on a poursuivi parce que ça reste sérieux et que c'est important de garder la mémoire de nos actions, et notamment parce que certaines ont une durée de vie longue. Alors bien évidemment, on a simplifié le circuit de signature depuis. Je laisse Laurent nous tourner les pages.
Merci. En 2020-2021, on est tous confrontés à une crise sanitaire et crise énergétique, avec l'obligation absolue de réduire le coût de la consommation, qui devient un objectif ultra prioritaire. On a mis le paquet en se disant, sur l'Intracting, en se disant, puisque ça marche, puisque ça nous permet d'économiser et donc de dégager de l'épargne, on va augmenter les ressources du fonds pour augmenter le périmètre des actions qu'il arrive à financer. Et c'est des ressources, elles doivent être nouvelles parce qu'on ne peut pas se permettre d'obérer la marge budgétaire. Alors, on a mis en place des amortissements facultatifs de nos travaux de rénovation thermique historique sur les bâtiments, parce que ça nous permet aussi de préparer l'avenir et de dégager de l'épargne nouvelle. On a affecté le produit de la taxe finale sur la consommation électrique qui n'existait pas sur Albertville avant. On est à 365 000 € de ressources en année pleine, hein, donc ce n'est pas négligeable en termes d'accélération du fonds. Et c'est aussi un signal politique fort auprès de ceux qui payent la taxe, c'est qu'on ne dévoie pas l'usage de la ressource. Elle a été créée pour financer la transition énergétique. On s'y emploie au travers de l'Intracting. Et puis bien évidemment, tous les autres produits qui peuvent être induits par notre gestion de l'énergie, comme les C2E, sont affectés au fond. Voilà, donc ça permet un effet boost, comme Laurent me le suggérait. Donc, où on en est aujourd'hui? Si vous voyez le premier tableau, en réalisé 2019-2022, on a affecté 657 000 € de ressources à ce fonds. En 2023, c'est 562 000 € de recettes nouvelles. Et pour l'instant, on a réalisé, fin 2019, on était à 450 000 € d'actions financées, ce qui est loin d'être négligeable, parce que la ville d'Albertville a à peu près un rythme d'investissement de 5 millions par an. Donc, vous voyez que c'est 10%, c'est pas neutre. Surtout que là, on est sur des années Covid et on est en phase d'expérimentation. Donc, on est sacrément en train de monter en puissance. Et puis, vous avez dans les tableaux d'après, qui sont en dessous, la démonstration de l'effet des multiplicateurs, puisque les économies induites entre 2019 et 2022, on est à 120 000 €. Et les économies qui ont été calculées pour les mesures qu'on a conventionnées à ce jour, pour 2023, c'est déjà 131 000. Et on n'a pas consommé tout le fonds, il y a des conventions qui sont en cours de négociation. Et on s'attend à avoir, dans les 3 prochaines années, 714 000 € d'économies calculées pour les actions qui sont déjà financées. Donc, on a un vrai effet multiplicateur. Je vous laisse tourner. Alors, leçon importante en termes organisationnels et qui n'a rien à voir avec les économies d'énergie, tous les services impliqués ont vu leur expertise, leur capacité d'innovation mise en lumière, ce qui n'était pas forcément attendu par le biais de ce fonds. L'implication des services augmente, leurs propositions sont de plus en plus innovantes et elles couvrent des domaines de plus en plus larges. Donc, c'est très intéressant, parce qu'on agit dans des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ. Et il y a un vrai partenariat, direction services techniques et finances qui s'est mis en place au service de la transition énergétique. Donc, on ne lutte pas l'un contre l'autre. On est vraiment main dans la main pour trouver des solutions. On continue à tourner. Alors, en perspective, aujourd'hui, où on en est, on se dit que l'augmentation des ressources permet tout bêtement de planifier des mesures plus impactantes et on commence à en mettre en place. Mais ça veut dire qu'il faut planifier plus fortement et donc avoir plus de réactivité des services. Il faut aussi accepter plus d'aléas dans la mise en œuvre. Ça prend plus de temps, comme je vous le disais. On a des conventions qui sont en train d'être signées. On est en fin d'année. Et on commence à financer une partie du plan de rénovation thermique des bâtiments grâce à ça, avec toujours la même logique. Si on ne peut pas financer toute l'action, on en finance une partie. On commence à introduire une approche pluriannuelle pour certaines opérations. Donc, on imagine des conventions pluriannuelles de financement par l'Intracting pour des choses qu'on arrive à programmer, puisqu'on sait quelles sont les ressources qui rentrent. Donc, on est capable de se dire, l'année prochaine, on va faire tant d'éclairage, on va faire tant de bâtiments. Et puis, on a aussi des élus qui sont contents des résultats obtenus par le biais de l'Intracting et qui se disent qu'ils aimeraient bien trouver le moyen de transférer ce principe de revolving à d'autres actions de la transition énergétique écologique. Alors, selon une méthodologie qu'on n'a pas encore trouvée, qui reste à imaginer,
Ils ont notamment la volonté de faire ça pour protéger, régénérer la forêt classée avec des investissements lourds à faire. Mais il nous faut imaginer un mécanisme de compensation budgétaire. C'est simple avec les économies d'énergie, c'est moins facile pour la forêt. Et puis, dernière perspective, je crois, à vous partager, c'est comme les intervenants précédents l'ont souligné, hein, l'in-tracking n'est qu'un outil parmi d'autres du financement de la transition énergétique. Il a ses qualités propres et ses limites. Pour nous, il est le prolongement d'actions historiques de maîtrise de la consommation. Bien évidemment, c'est sans commune mesure ni avec l'investissement qu'on a pu faire dans le réseau de chaleur en biomasse bois local, ni dans notre futur plan d'école, enfin futur, qui est en cours. Et comme le soulignait Laurent, on a cumulé l'e-tracking sécurisé de la Banque des Territoires pour une grosse opération de rénovation énergétique d'une école, avec un financement par e-tracking sur fonds propres pour un petit bout de ce projet qui n'était pas prévu à l'origine. En l'occurrence, ce sont l'installation des panneaux photovoltaïques en toiture. Donc, ce n'était pas dans le PPI de départ. L'option n'avait pas été reprise et elle a pu être introduite dans le marché global. Finalement, l'option a été retenue puisque nos élus ont été convaincus par le fait qu'ils pourraient le financer par le biais de l'in-tracting sur fonds propres. Voilà, en sachant que chaque in-tracting a son mode de remboursement, les C2E et les économies d'énergie pour l'in-tracting sécurisé, et puis la vente d'électricité, voire d'autres bénéfices des panneaux photovoltaïques pour notre in-tracking sur fonds propres. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu de vous présenter. J'espère que je suis à peu près dans les temps. Terminé. On ne pas tirer la Merci sonnette beaucoup. d'alarme, ça doit être bon. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. C'est vrai que c'est très impressionnant. Pour ma part, j'aimerais bien que tu nous redises un mot de ce que tu viens de dire sur le fait que le financement in-tracking peut concerner des opérations partielles, des parties d'opérations. En fait, ça veut dire que le TRI que tu calcules sur ces investissements, c'est sur la part que tu mets, en quelque sorte, Exactement. et pas sur l'investissement global de l'opération. Je ne sais pas Oui, si oui, tu oui, peux c'est bien donner un ça. exemple, par exemple, pour illustrer. Bien, typiquement, hein, les panneaux photovoltaïques en toiture, en fait, on ne calcule que sur cette partie-là. Par exemple, ça peut être un élément, on change les menuiseries d'un bâtiment, on va le faire, et on l'a fait déjà pour des écoles. On a financé le changement de menuiserie, parce que c'est des écoles pour lesquelles il y a bien un plan de rénovation lourde dans le plan école, mais bon, c'est à 10 ans. Entre-temps, le confort des élèves et des enseignants est important, donc on change d'abord les menuiseries extérieures. On finance juste cette opération. On a financé aussi, on est en train de rénover tout un gros bâtiment administratif. On a changé 2 pompes à chaleur, ce qui n'était pas prévu au départ, parce qu'on a mis de l'in-tracting dedans et on a calculé le temps de retour sur investissement des seules pompes à chaleur. Enfin voilà, on se focalise à ce moment-là sur l'action elle-même, sur le bout d'action qu'on finance. Tout comme quand on a pu financer des bouts partiels de changement de parc automobile. On ne finance que ce que la mesure permet de nous ramener comme économie d'énergie. Parce qu'on peut très bien intervenir en transition écologique sans que la transition énergétique soit à la hauteur des ambitions. On est en Ouais, train de merci. faire des travaux de 8 millions sur une école. Les panneaux photovoltaïques, c'est 100 000 euros. C'est pas du tout à l'échelle. Mais n'empêche que c'est un petit bout qui contribue à ce que l'opération soit encore un peu plus performante. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat. J'ai eu du mal à comprendre les éléments de bilan financier présentés. Je peux les remettre si vous voulez, oui. Oui, c'est vraiment une synthèse très rapide. Attends, il faut que je récupère le PowerPoint. Là, c'est la diapo 12. J'ai l'écran. Écran 1, partagé. Douze. Hop. Et j'essaye comme ça. Ça marche jamais. Comme ça. Ça marche? Oui, en fait, là, c'est vraiment la super synthèse
de notre fonds. Alors, c'est sûr que ce n'est pas très détaillé. La première ligne concerne les ressources que l'on met dans le fonds. Donc, vous voyez, en 2019, on retrouve la première enveloppe de 113 610 € dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, les chiffres qui suivent, c'est l'enveloppe qui rentre, enfin, c'est les fonds qui rentrent chaque année. En sachant qu'on a des tableaux qui détaillent ces ressources. Il y a une partie qui concerne le retour des économies d'énergie, des actions que le fonds lui-même a pu financer. Et puis, comme je vous le disais, comme on a souhaité accélérer, on a mis d'autres ressources dedans. Donc, notamment la taxe, aujourd'hui, la plus grosse ressource externe, c'est la taxe sur l'électricité, puisque c'est 300 et quelques mille euros par an. Et puis ensuite, on a l'avant-dernière ligne concerne les investissements qu'on réalise. Alors bien évidemment, on a des tableaux détaillés qui permettent de regarder finement dans le détail toutes les actions qu'on a pu conventionner avec leur montant de base, quel est le montant financé par l'Intracting, leur taux de rendement annuel, en combien d'années la mesure s'éteint techniquement, pas juste en économie d'énergie, mais techniquement. Quel est le remboursement annuel qu'on en attend? Enfin, voilà, tout ça fait bien évidemment l'objet de plus de détails. Quand vous mettez ce fonds en place, il faut pouvoir comprendre ce que vous suivez. Et puis les petites diapos, enfin les petites insertions ensuite, c'est la synthèse en euros des actions qu'on a pu financer entre 2019 et 2023 à ce jour, c'est-à-dire 763 000 €. Encore une fois, on n'a pas consommé toute l'enveloppe aujourd'hui. Les économies générées en valeur à ce jour par type d'énergie pour 2023. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, les économies induites en cumul entre 2019-2022 en euros 2023, en sachant on change complètement d'échelle. Avant, on est sur 4 ans de mise en place, et là, on est sur une seule année, on a quasiment le même montant, voire plus. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions qui portent, on va en prendre une dernière sur les taux d'actualisation. On reviendra après, je vois cette question, mais parce qu'il faudra qu'on termine. Mais la première question, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, donc tu as une rénovation d'école, c'est une rénovation globale, tu vas en cofinancer une partie avec le fracking. Du coup, tu vas extraire une partie, tu vas capitaliser ou récupérer une partie des économies de cette rénovation d'école pour rembourser ce que tu apportes comme subvention. En fait, tu subventionnes la rénovation d'école, si je puis dire. Mais Oui, du en coup, interne, oui. la question qui est posée, c'est du coup, ça défavorise le bilan global de la rénovation de l'école, puisque de l'autre côté, il y a une partie des économies que tu as récupérées pour ton fonds et qui sont plus disponibles pour la rénovation de l'école. Je ne sais pas comment tu gères ça. Non, parce qu'en fait, on finance bien, enfin, on prend toujours garde. Les actions qu'on finance, c'est forcément des actions qui ne sont pas déjà au plan pluriannuel d'investissement. L'idée, c'est qu'il faut accélérer la démarche. Il est hors de question d'utiliser le fonds pour financer des choses qui étaient déjà prévues au départ. Donc, en fait, on ne prive aucune opération de financement autre. On ne fait qu'ajouter et ajouter volontairement. Et en fait, on ne se prive pas de fonds pour financer de la transition énergétique lourde. On fait des efforts sur le fonctionnement courant de nos services, puisqu'on fait des économies de consommation. hein, Et que ça, on le retrouve bien. C'est bien, on valorise ce qu'aurait été notre inaction. Et on se dit bien, cette inaction, en fait, je ne veux pas l'avoir et je fais l'effort pour ne pas l'avoir. Et cet effort, je l'affecte dans ma transition énergétique. C'est vraiment une démarche volontariste, c'est une démarche intellectuelle avant toute chose, l'intracting. Je m'oblige moi-même à accélérer. Et je m'oblige à accélérer parce que j'utilise obligatoirement une partie de mon épargne de fonctionnement pour du financement de transition énergétique. Merci beaucoup, Sandrine. On va arrêter là pour la discussion. C'est vrai qu'à chaque fois, on en découvre. Et donc, on ne se lasserait pas d'écouter ce retour d'expérience et de s'en inspirer. Pour rappel, il y a quand même une fiche de retour d'expérience qui est en préparation auprès de CEREMA. Il y a quand même beaucoup d'interventions de Sandrine, de vidéos, de visio qui sont disponibles sur Internet, en plus de celles d'aujourd'hui. Elle a également été lauréate d'un prix à Figez, donc des porteurs financiers, c'est les responsables financiers des collectivités.
ce qui nous intéresse beaucoup parce que ça nous permettra aussi, on voit bien avec l'intervention de Sandrine, hein, c'est pas que technique. Il y a une dimension financière très forte et c'est assez rare qu'on ait finalement qu'on arrive à travailler étroitement comme ça avec des responsables financiers. Et ce prix à Figez a vraiment fait avancer les choses. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, Dorine, je te propose qu'on passe à la dernière présentation. Oui, je te mets ma caméra le temps qu'on présente. Donc, comme l'a mentionné Laurent au début de cette présentation, on travaille sur la mise en place d'un cycle de formation-action au sujet de l'in-tracking. Donc cette présentation, on l'a appelée In-Tracking aller plus loin parce que, bon, vous vous en doutez sûrement, on a trouvé plein d'éléments intéressants dans tous les échanges qu'on a eus au sujet de l'in-tracking avec la Banque des Territoires, avec Sandrine de Ternay, et même en discutant de manière un peu plus large. Globalement, souvent l'entrée en la matière sur l'in-tracking, c'est le fait que c'est un calcul financier, c'est une écriture comptable. Et ça peut être considéré comme finalement un frein puisque on fait apparaître de l'argent, mais c'est entre guillemets de l'argent qu'on a déjà. C'est souvent aussi limité aux mesures techniques que ça peut favoriser. Donc comme un levier voilà, purement de financement de mesures techniques. Et ces mesures techniques sont associées à des temps de retour courts, puisque pour beaucoup, ça ne peut fonctionner que sur la base de temps de retour courts qui font amplifier le fonds le plus rapidement possible. On fait beaucoup de petites actions, en gros, au lieu de favoriser des approches plus transversales et de rénovation un peu plus ambitieuses. Et ce que l'expérience d'Albertville et de Sandrine de Ternay nous prouve, c'est qu'il y a aussi un grand nombre d'autres aspects plus transversaux. Donc évidemment, la dimension financière qu'on a mentionnée, mais qui ne se limite pas à des temps de retour courts, qui peut créer un effet boule de neige, un effet multiplicateur qui a été démontré tout à l'heure, et provoquer une indépendance financière, donc qui permet toujours de financer des mesures techniques, mais aussi des mesures plus humaines, des choses qui se relèvent de la rénovation ou de la transition écologique en général. La dimension humaine et sociétale, donc c'est le fameux cercle vertueux qui a été mentionné tout à l'heure, qui permet d'entraîner les élus, décideurs, les services techniques, les services financiers, et de créer une synergie autour de cette démarche volontariste. La dimension énergétique et environnementale, puisque le but de ces actions, c'est effectivement d'alimenter le fonds, de permettre de réaliser des actions, mais ces actions, elles ont un ADN, elles ont une philosophie sous-jacente de réduction des consommations, des émissions de CO2 et de participer à la transition écologique. Et un fonds in-tracking, quand il est mis en place de manière réfléchie et sur le long terme, il a un cadre qui propose une stratégie très claire qui permet de savoir quelle est la philosophie, quel est l'objectif, quelles actions relèvent du périmètre de l'in-tracking ou pas, et du coup, finalement, quelle est la marge de manœuvre disponible quand on se pose autour d'une table et qu'on veut réfléchir à ce qu'on souhaite financer, on sait quelles sont nos possibilités et les fonds disponibles. En termes donc de stratégie sur le long terme, effectivement, c'est aussi ce que mentionnait Sandrine de Ternay tout à l'heure. La première étape, c'est effectivement le grossissement rapide du fonds sur la base de temps de retour courts. On peut difficilement y échapper pour la partie de mise en place. Et le fléchage de recettes diverses et variées sur le fonds. Donc globalement, l'idée, c'est de faire feu de tout bois et le plus rapidement possible. Pas pour faire grossir le fonds juste pour le plaisir, mais pour ensuite élargir le champ d'action, donc qui est la phase 2, et qui est tout à fait l'exemple de la rénovation globale de l'école, et même d'actions, donc typiquement comme la forêt, qui n'ont pas forcément de recettes facilement quantifiables et disponibles facilement, mais qui sont une fin en soi et qui peuvent être permises si le fonds est bien géré.
Donc, Laurent, je te laisse la main pour parler de cette dimension-là. Oui, on essayait de repartir d'exemples qu'on a fabriqués un peu sur le modèle d'Albertville, mais là, vous avez l'exemple d'un fonds sans abondement, donc sans booster. C'est un fonds classique. Je mets de l'argent au départ. Avec les économies, je fais des je réinjecte les économies chaque année. Et avec le fonds que j'ai, ben, j'investis dans des travaux d'économie d'énergie qui vont faire des nouvelles économies et ainsi de suite. Donc, les économies en rouge accroissent chaque année. J'ai mon fonds initial qui reste, et puis en bas, j'ai la totalité de ce que j'ai investi qui croît de façon progressive. Par contre, on voit là que déjà à l'année 6, effectivement, je passe de grosso modo 100 000 euros à 300 000 à 400 000 euros avec des mesures à temps de retour inférieures à 5 ans. Diapo suivante. Ce qu'on voit, l'exemple d'Albertville, ce qui nous montre, c'est que en fait, on rajoute ce qu'on a appelé des boosters, des abondements, en fait, qui peuvent être très divers, la TCFE ou d'autres abondements, et que comme les abondements permettent de générer encore plus d'économies d'énergie, ça accélère carrément. Et on voit là le même fonds, donc vous avez en grisé le fonds d'avant, le fonds historique, traditionnel, j'allais dire, et puis le fonds boosté. Et comme les économies génèrent des économies, bah finalement, on va très très vite dans des sommets. C'est exactement l'exemple que nous a présenté Sandrine, et on dépasse 500, 800, 1 million d'euros. Et là, on sent qu'on commence à en avoir sous le pied, si je puis dire, en termes de liberté d'action pour la collectivité. Voilà, donc il nous semble, nous, que un des enseignements de ce qu'a fait Sandrine, c'est que ces boosters permettent vraiment d'aller très vite et d'atteindre ce niveau d'autonomie qui est très intéressant, parce que c'est à partir de là où finalement on peut avoir une réflexion sur l'innovation, une réflexion sur le financement des rénovations globales ou de la transition écologique, comme ça a été exposé. Diapo suivante. Par rapport au témoignage qui vient d'être fait, c'est vrai qu'on voit aussi, et Sandrine l'a dit à plusieurs reprises, il y a différentes dimensions, et finalement, c'est à chacun de fabriquer son dispositif sur mesure en fonction de son contexte, de son cadre et de ce qu'il a envie de faire. Et puis d'autre part, ce dispositif, il n'est pas non plus figé, comme l'a expliqué Sandrine, il évolue dans le temps, notamment pour le simplifier, mais aussi pour embarquer différentes personnes ou aller toucher différentes solutions. Donc sur l'organisation, on voit bien que le niveau de comptage dépend aussi de l'ampleur de l'action, de l'enjeu en fait qu'il y a derrière l'action, et on n'est pas obligé d'être sur du sous-comptage stricto sensu au détail près dans tous les cas, et qu'un premier niveau de comptage peut suffire dans certaines actions, et que c'est au service technique de choisir, dans le cas d'Albertville, le bon niveau de comptage qui est nécessaire pour ne pas y passer plus de temps. Ce n'est pas une usine à gaz. Sur les cibles, on voit bien qu'il y a aussi une très grande variété. Sandrine travaille avec ses services techniques, les services financiers, mais on peut très bien imaginer aussi une mobilisation des associations. Ceux qui occupent la maison des associations pourraient très bien être mis à contribution pour proposer des actions d'économie d'énergie qu'elles vont mettre en œuvre et intégrer l'in-tracting, par exemple, si une collectivité le souhaitait. Le profil des actions, on voit bien qu'au début, il faut démarrer avec des temps de retour courts, les économies d'énergie, il faut y aller à fond. Ça, c'est sûr, pour pouvoir générer de l'argent qui va nous permettre ensuite d'avoir une certaine liberté. Et ensuite, on peut commencer à lâcher du lest, comme l'a vraiment très bien expliqué Sandrine, sur des actions pluriannuelles, sur des bénéfices annexes. Voilà, bénéfices annexes, c'est aussi d'autres pistes. Par exemple, quand tu parles des voitures qui ont été remplacées par un vélo, il n'y a pas qu'une question d'économie d'énergie, il y a aussi des économies d'assurance, des économies d'entretien. Il y a tout un tas de coûts induits qui vont être économisés. Et puis, l'approche technique qui valide les opérations, qui s'occupe de la mise en œuvre. Et enfin, l'approche financière, avec tous les moyens disponibles pour avancer, pour l'abondement, mais aussi pour, par exemple, le recours à un prêt comme celui de la Banque des Territoires, pour, encore une fois, accélérer le dispositif. Donc, on voit bien que c'est vraiment un dispositif sur mesure. Tu peux changer de diapo et je te laisse la parole, Dorine. Oui. Et donc, on voit tout le potentiel de cette approche et de la transversalité que ça peut amener. Et on s'est allié donc avec Sandrine de Ternay dans un premier temps, puisque c'est notre experte locale, et à Prospect Plus, donc le programme européen de formation, pour créer ce qu'on appelle un cycle de formation-action
puisque le but, c'est d'accompagner des collectivités avec l'intention sérieuse et effective de monter un fonds. Donc, des interlocuteurs qui connaissent déjà le sujet et qui souhaitent mettre les mains dedans rapidement. On travaille également avec Cerema et Acté pour capitaliser sur le premier cycle, c'est-à-dire créer des ressources, récupérer au maximum tous les retours d'expérience, toutes les expérimentations qui seront faites, pour en faire profiter ensuite d'autres, donc dans ce cycle-là et on espère dans des cycles à venir. Et donc les candidatures pour cette formation-là sont encore ouvertes, si jamais il y en a qui souhaiteraient s'inscrire et être accompagnés pour le lancement d'un fonds qu'on appelle un fonds d'économie d'énergie, donc avec l'idée de voir un peu plus large que l'intracting tel qu'on le connaît, et d'être accompagnés donc sur les 6 prochains mois. Concrètement, l'idée donc c'est de prendre le projet, de prendre l'idée et d'en faire un projet opérationnel. Donc au cours de trois réunions en ligne, à peu près 1 mois et demi, 2 mois d'intervalle les unes des autres, et une réunion, une journée de formation en physique à Albertville pour creuser ce sujet, pour accompagner les différentes étapes de la mise en place d'un fonds. Et donc le formulaire d'inscription est disponible en ligne, donc il y a un lien sur le support qu'on vous transmettra, et on pourra aussi ajouter ce lien et toutes les ressources nécessaires pour s'inscrire auprès de Prospect Plus si vous le souhaitez. On est aussi disponible pour ce sujet-là et pour tous les sujets du CDR, donc Laurent et moi, et Marine aussi pour des sujets qui ne tiennent pas forcément à l'intracting, mais qui notre référente CDR ici à Aura 2E. Merci beaucoup, Dorine. Donc, merci à tous. On arrive juste à l'heure. C'est parfait. C'est pas fini. Donc, c'est InTracting. On sent bien qu'il y a des choses qu'on a encore à apprendre. Il y a des choses qu'on a encore à découvrir. On est très content de travailler avec Energy Cities et Albertville sur ce premier programme Prospect Plus. Il nous reste quelques places. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à vendredi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Donc, les présentations seront en ligne sur le centre de ressources réno-tertiaire-aura.fr. À bientôt.